En 2021, 139 millions de tonnes de plastique à usage unique ont été produites par l'homme. Il existe aujourd'hui des alternatives et nous en parlons avec mon invité. Alors malgré l'interdiction de ce plastique dans certains pays comme Monaco, des emballages se retrouvent encore dans les mers et l'océan et même dans les sols. Aujourd'hui, il existe des alternatives naturelles, biodégradables, sans danger pour la nature et qui pourraient apporter une solution contre ce type de solution. Pardon, je me suis trompée. Ça nous arrange, ça nous arrange, on va la refaire. Le segment dure combien de temps? 10 minutes. En 2021, 139 millions de tonnes de plastique à usage unique ont été produites par l'homme. Il existe aujourd'hui des alternatives et nous en parlons avec mon invité. Malgré l'interdiction de ce plastique dans certains pays comme Monaco, des emballages se retrouvent encore dans les mers, l'océan et même les sols. Aujourd'hui, il existe des alternatives naturelles, biodégradables, sans danger pour la nature et qui pourraient apporter une solution contre ce type de pollution. Parmi elles, il y en a une proposée par la start-up Flexi et nous en parlons en détail avec l'un de ses fondateurs, Thibaut Montfort-Michéo. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de TV Monaco, chez Flexi, une start-up basée en Europe, notamment à Londres, Monaco aussi. Vous proposez une alternative à ce type d'emballage, ce type de plastique. Vous fabriquez des emballages à l'aide d'algues, c'est bien ça? Absolument, ça a l'air inédit et pourtant ça se fait, ou du moins ça se développe. C'est une idée qui est de base apparue pendant le confinement, comme quoi il n'y a pas que eu des mauvaises choses. C'est mon cofondateur Carlo Fedeli, qui est du coup aujourd'hui notre CEO et également un enfant du pays, qui a eu l'idée, il y a de ça déjà 3 ans, qui s'est donc penché sur les alternatives possibles aux emballages d'abord flexibles à usage unique, puis vous allez voir, je vous ai amené quelques échantillons, on a su s'étendre sur plus d'applications, et qui, en partant d'un constat très simple, envers tous les emballages qui venaient quand on faisait les commandes à la maison, notamment pendant le Covid, s'est dit, bon, il y a mieux à faire. Où est-ce que vous les trouvez, ces algues, pour faire ces emballages? D'où viennent-elles? Alors, aujourd'hui, la production d'algues, c'est quelque chose qui est historiquement asiatique. Donc, on a le genre des algues qui est divisé en 3 catégories, 3 familles principales. On a les algues rouges, que nous utilisons en majorité, puis les algues brunes et les algues vertes. On va dire qu'il y a à peu près 40%, 40%, 20%. Si on doit partir sur des petits volumes, on peut avoir des sources d'algues rouges assez proches de nous. Donc on va avoir une partie de notre activité en Angleterre, à Londres, là où on a fait nos études. Et donc pour ça, on va plutôt se sourcer sur des algues en Europe. On a des contacts avec des boîtes en Tunisie, comme le groupe Celtmarine. Vous les trouvez en Méditerranée, donc? On peut en avoir en Méditerranée, mais c'est pas vraiment la source principale. Comme j'ai dit, il faut aller en Asie. Mais pour monter jusqu'à des volumes, quelques milliers de tonnes, même dizaines de milliers de tonnes, d'autres alternatives existent. On essaie de sortir de l'hégémonie de cette industrie chinoise qui contrôle tout ça. Et donc, on a beaucoup de développement, par exemple, en Afrique, avec Madagascar, Zanzibar, on travaille beaucoup là-bas, et aussi l'Amérique du Sud. Le but, c'est donc de sourcer une algue locale pour un emballage qui soit local, pour avoir une empreinte carbone, bien évidemment, la plus petite possible. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi des algues? Qu'est-ce qu'elles apportent de plus que du bois, par exemple, ou des feuilles, peut-être? Alors, tout d'abord, elles ont une composition chimique. Je ne veux pas rentrer dans les détails trop embêtants dès maintenant, mais elles ont une composition chimique qui est forcément différente, et donc des molécules différentes. Par exemple, les amidons, qui sont généralement les molécules que l'on prélève dans les plantes pour faire des bioplastiques, comme le PLA, qui n'est pas forcément dégradable complètement, mais on reviendra dessus plus tard, j'en suis sûr, ne sont pas présentes dans les algues. Par contre, on a des molécules, des polysaccharides, donc des sucres complexes, qui sont assez similaires, comme les agars, les carragénanes pour les algues rouges, ou les alginates pour les algues brunes. Et donc, ces molécules vont nous conférer à notre matière des propriétés intéressantes, comme la transparence, le fait qu'on puisse thermosouder les emballages, mais aussi, du coup, leur appétence naturelle à l'eau, et donc leur biodégradabilité et leur compostabilité naturelle dans un environnement qui n'est pas modifié. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus? Vous prenez donc des algues et ensuite vous arrivez à des emballages, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Donc, l'algue de base, nous utilisons des algues qui sont cultivées.
Donc c'est une étape assez simple. On peut penser un peu aux plantes grasses, c'est bien que ce soit sur Monaco, je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde avec le jardin exotique. On a tout d'abord une partie de la plante qui peut être réutilisée, on appelle ça une propagule, qui est attachée sur un bout de corde généralement, qui peut être réutilisée, qui va pousser, on en coupe une partie, et on remet à l'eau et ça pousse tous les 45 jours. Je parle de certaines espèces en particulier, notamment celles qu'on utilise. Pour les algues brunes, c'est un peu plus différent. Mais donc ces algues qui sont cultivées, elles sont tout d'abord collectées, séchées, et puis ensuite elles subissent un traitement qui du coup permet l'extraction de ces polysaccharides, de ces sucres complexes, qui sont ou semi ou complètement raffinés en fonction de ce qu'on veut avoir comme produit, beaucoup utilisés dans l'industrie alimentaire à aujourd'hui. Vous utilisez du dentifrice comme tout le monde, je n'en doute pas, et donc vous avez consommé des algues. C'est souvent utilisé comme épaississant. Donc on va prendre ces molécules, on va venir faire un mélange avec d'autres additifs qui sont tous utilisés dans l'industrie alimentaire, donc disponibles en très grande quantité, en excès même, et qui sont naturels, biologiques et biodégradables. Et donc on vient faire, pour ce qui est des films transparents, comme ceci par exemple, qu'on peut utiliser dans les fenêtres sur des emballages carton, on peut utiliser un procédé qui s'appelle le solvent cast. Donc on vient simplement faire une solution liquide dans de l'eau, qu'on vient déposer sur une surface plane. Une fois que cela sèche, ça fait un film, puis on vient évaporer l'eau, qui peut être réutilisée dans le procédé, pour faire... donc on passe d'un gel à un film. Et on peut tout emballer avec tout ce que vous proposez? Pardon? Est-ce qu'on peut tout emballer avec ce que vous proposez? Quel type de produit? Alors aujourd'hui, non. Mais on se penche tout d'abord sur les produits secs. Pourquoi les produits secs? Parce que c'est un produit qui pousse dans l'eau, donc ça a une appétence pour l'eau. Donc forcément, on ne va pas faire des bouteilles d'eau tout de suite. Il est possible de faire des modifications chimiques ou de composer ces molécules avec d'autres molécules biologiques pour faire d'autres produits qui sont plus résistants à l'eau. Mais dans le cas de la modification chimique à laquelle on se refuse pour l'instant, en termes de régulation européenne et internationale, on est sur un produit qui n'est pas seulement biosourcé, mais qui est aussi non naturel car modifié. Et donc on préfère rester sur des matières naturelles. Vous dites que c'est biodégradable. Le but, c'est de lutter contre la pollution plastique? Absolument. En tout cas, le terme biodégradable a encore beaucoup de choses à nous réserver. Et on lui réserve beaucoup de choses. On est en discussion avec beaucoup de parties, que ce soit dans la partie légale ou tout simplement étatique complètement, pour le développement de certains standards et de certaines lois sur la dégradation. La biodégradabilité, bio, ça vient de la vie. Et dégradé, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Mais ça n'a pas de notion de temps. Les limites, les barrières de cette dégradation ne sont pas définies. On préfère parler, nous, de home compost ou de compost domestique, car on a une matière qui est dégradable et compostable, donc assimilable par des êtres vivants, dans des conditions naturelles. Et cela vient contrer les bioplastiques, on va dire, actuels, comme le PLA notamment, qui n'est compostable que dans des environnements industriels. Donc on vient chauffer des énormes cuves avec un microbiote spécifique, et seulement dans ces conditions, ces matières peuvent se dégrader. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on l'a bien lu tout de suite, beaucoup de ces plastiques finissent dans la mer, ou tout simplement dans la nature, ou dans des décharges, dans lesquelles ces conditions n'existent pas. Il faut donc créer des matières qui puissent se dégrader dans des environnements naturels. C'est ça ce qu'on essaye de faire. Et qui utilise aujourd'hui les plastiques donc, que vous proposez? Aujourd'hui, on est en étape pré-industrielle, donc on est à ce moment charnière, à ce pivot dans notre développement, où on vient de faire une levée de fonds. On a annoncé il y a quelques semaines 3,5 millions d'euros, menée par le fonds portugais Indigo Capital. Et du coup, avec ça, le but, c'est de passer de l'étape laboratoire, pour les échantillons que je vous ai montrés, à une scalabilité plus grande. On peut déjà travailler sur machine. Maintenant, c'est une question d'accéder à des machines plus grandes. Alors, vous êtes venu avec des échantillons. Est-ce que vous pouvez nous en parler et les montrer à la caméra pour les téléspectateurs? Je vais vous faire ça dans une étape chronologique. On a d'abord parlé de la ressource, la fameuse algue. Puis, on a parlé du premier procédé de solvent cast pour faire des films transparents. La caméra, tac, juste là. Okay. Comme vous pouvez voir, on est sur des films qui sont transparents et qui peuvent permettre pour de l'emballage plastique flexible. Par exemple, on peut faire des petits sachets comme ça. C'est pas anodin que je mette des Lego dedans, car Lego a refusé d'utiliser des matériaux alternatifs récemment, et on aimerait que ça change. En plus du flexible, on a su se développer vers du semi-rigide ou du rigide. Pour le semi-rigide, par exemple, on peut travailler avec les machines standards d'injection dans la plasturgie, comme par exemple avec ces plaques plutôt semi-rigides, souples, avec lesquelles on envisage de travailler sur des alternatives au cuir, par exemple. Et enfin, on a travaillé sur donc, des couleurs, c'est joli, mais aussi sur des matières qui sont en fait plus rigides.
Par exemple, avec ça, on pourrait imaginer faire des pots de cosmétiques, des pots pour les baumes à lèvres, vu qu'on parle de matières qui sont sèches ou grasses, puisqu'on a une très très bonne résistance à l'huile et à l'oxygène, mais un peu moins à l'eau. On peut imaginer ce genre d'application. Avec tout ça, demain, vous allez pouvoir peut-être révolutionner le monde de l'emballage? Écoutez, nous l'espérons. Est-ce qu'il y aura une différence de prix à l'achat? Forcément, au début, il y a une différence de prix. Il ne faut pas se voiler la face. Et donc, pour commencer, ce que l'on vise, c'est d'être compétiteur avec les plastiques, les bioplastiques actuels. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement se taper dans la cour des grands, entre guillemets, en termes de volume, donc les plastiques pétroliers. On va plutôt voir dans les alternatives qui sont biosourcées et pas forcément dégradables, ou biodégradables, mais pas forcément biosourcées, comment on peut aller sur des prix équivalents. Je vais donner une échelle de prix environ. Les bioplastiques actuels, en fonction de leurs propriétés, sont entre 3 et 15, même 20 € le kilo. Je pense au PHA de certains grades. Mais nous, on essaie d'être déjà en dessous des 10. En dessous des 10, on peut commencer à être compétitif dans le monde des bioplastiques. On a fait des études de prix, on sait qu'on peut descendre aux alentours de 5-6 et on serait très compétitif avec tout ce qui est bioplastique. Malheureusement, aujourd'hui, et je ne vous apprends rien, les ressources pétrolières sont abondantes, peut-être même plus que ce qu'on nous laisse entendre, malheureusement, et ne sont pas forcément utilisées à bon escient. Et donc, ça nous permet d'avoir des prix sur des plastiques pétroliers entre 1 et 2, voire 3 € le kilo pour des applications précises. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est notre plan? Notre plan, c'est de voir où évolue la législation. Vous avez parlé des lois en principauté, et la principauté mène le combat aux côtés d'autres pays. En Angleterre, par exemple, le UK Plastic Pact ou le Single Use Plastic Directive en Europe prévoit d'interdire certaines utilisations, ou du moins de la réglementer, mais c'est encore embryonique. Donc, il faut travailler main dans la main avec l'industrie, avec ce qu'on pourrait malheureusement appeler les lobbies, mais aussi les gouvernements. La semaine dernière se tenait à Paris le premier salon européen sur les algues, tenu par la Global Seaweed Coalition, mais aussi en partenariat avec l'Institut océanographique Albert Ier. Et donc, encore une fois, on retrouve Monaco dans les murs de l'Institut, et ça fait plaisir de voir une évolution dans ce sens-là. Merci beaucoup Thibaut Montfort-Michéo pour toutes ces explications passionnantes. Donc je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de cette start-up Flexi qui propose donc une alternative aux emballages que l'on connaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée avec TV Monaco.